On va commencer. Bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints depuis le début de cette journée de l'édition 2024 d'Energy Meeting, les journées de l'efficacité énergétique et environnementale du bâtiment. Donc une édition un peu particulière puisqu'elle s'installe pour la première fois au Carrousel du Louvre. Je suis Corentin Patrijon, journaliste chez Bâti Actu. Je vais donc avoir le plaisir de vous accompagner durant une bonne partie de l'après-midi. Cet après-midi, on va justement poursuivre les échanges de cette conférence plénière intitulée RE 2020 et CAP 2030, biodiversité, surélévation, ENR, QAI et copropriété. Avant la pause déjeuner, pour ceux qui étaient déjà là ou pour ceux qui ne l'étaient pas d'ailleurs, on a eu l'occasion d'aborder de nombreux sujets avec nos intervenants, de la RE 2020, la biodiversité en passant par la durabilité sociale. À présent, place à la surélévation extension avec le retour d'expérience d'un bailleur social, le groupe Polylogie, dans le cadre d'une opération de densification et de rénovation à l'échelle urbaine. Pour en parler, j'accueille Didier Minieri, architecte et président d'Up Factor, et Cédric Leray, directeur général adjoint stratégie et développement durable du groupe Polylogie. Bonjour messieurs, bienvenue à tous les deux. Et vous avez la parole pour 25 minutes très exactement. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci à Cédric d'avoir bien voulu partager cette belle expérience et ce beau partenariat qu'on a initié ensemble. Donc l'enjeu, effectivement, c'est de vous parler aujourd'hui de la surélévation des bâtiments et finalement de ce qu'on appelle, nous, le foncier aérien. Alors, la surélévation, c'est un enjeu aujourd'hui extrêmement important qui a été pendant longtemps un peu identifié comme un marché de niche et notamment par une analyse un petit peu à grande échelle des différents potentiels. On s'est vite rendu compte qu'il y avait différents publics qui pouvaient être intéressés par la valorisation des toits en particulier. Bien sûr, alors les utilisateurs directs, les copropriétés ainsi que les promoteurs immobiliers qui peuvent tout à fait chercher des nouveaux leviers pour développer de nouvelles activités. Les bailleurs sociaux, on va y venir également dans une analyse de leur patrimoine et quelque part la relecture de leur patrimoine, mais également les métropoles et collectivités locales qui, face aux problématiques du ZAN, la zéro artificialisation nette des territoires notamment, se mettent à réfléchir un peu différemment, c'est-à-dire d'envisager un aménagement un peu autre, c'est-à-dire un aménagement qui fait la part belle à ce qui est déjà là, au déjà construit, et un peu moins aux zones à urbaniser. Alors, pour illustrer ça, une des on va dire, valeurs ajoutées que nous développons chez UpFactor, c'est notamment d'avoir développé un outil logiciel qui s'appelle UpFactor GeoService, qui permet de faire de la détection à grande échelle des potentiels en faisant une analyse des bâtiments existants, donc des hauteurs de bâtiments, mais en intégrant les règles d'urbanisme et en faisant le delta entre la hauteur de l'existant et les règles d'urbanisme. Alors ça ne permet pas d'identifier automatiquement si un projet est autorisable en tant que tel, mais ça permet d'identifier là où il reste des mètres carrés à construire et où on peut ainsi proposer une démarche de montage d'opération. Cette logique-là, aujourd'hui, au départ, elle a été initiée dans un but strictement opérationnel. Et en fait, on s'est vite rendu compte que notamment des collectivités, comme par exemple à l'écran, vous avez l'étude qu'on a menée pour la métropole de Nice, où on a analysé à grande échelle tout le territoire de la métropole qui, face aux problématiques de création de logements, mais aussi face aux problématiques géographiques du territoire, c'est-à-dire bloqué entre la montagne, la mer, une zone géographique extrêmement finalement réduite, on pouvait, en appliquant les règles d'urbanisme, détecter des mètres carrés que l'on pourrait exploiter pour créer du logement au plus près des besoins, pour financer de la rénovation, notamment en copropriété, créer du logement social sur des immeubles de logements sociaux où on ne serait pas allé au maximum du gabarit, et ainsi aider la collectivité à relire finalement ces règles d'urbanisme au regard du patrimoine qui est déjà là, c'est-à-dire au regard de l'existant, et non plus dans une perspective d'aménagement futur d'une nouvelle zone. Voilà. Donc, c'est comment finalement on revient sur les règles d'urbanisme par une analyse un peu froide des règles en vigueur, comment on les adapte. Un des sujets, peut-être que s'il y a des questions, on pourra tout à fait en parler, notamment sur la question du stationnement, comment on construit de nouveaux logements au plus près des besoins, dans le périmètre des transports en commun,
pour essayer de faire de la construction de mètres carrés un peu vertueuse. Voilà. Et donc, c'est une étape qui est finalement indispensable pour les élus. Ça leur permet de se réapproprier leurs règles d'urbanisme et ainsi de pouvoir se projeter un peu plus dans l'opérationnel. Alors, je vais laisser la parole à Cédric. Merci. Alors oui, c'est vrai qu'on a conclu un partenariat assez rapidement avec UpFactor quand on a eu connaissance de cette solution, puisque nous, groupe Polylogie, nous sommes historiquement issus du monde du logement social. La société mère du groupe Polylogie, c'est la Logirep, que vous connaissez peut-être, qui est un bailleur social francilien. C'est 40 000 logements sur l'Île-de-France, mais on a aussi d'autres ESH en Seine-et-Marne avec Trois Moulins Habitat, Scalis sur le centre Val-de-Loire et le J-West sur les Pays de la Loire. Donc un métier historique qui est sur le logement social, mais le groupe Polylogie, ce n'est pas que ça, c'est un opérateur global de l'habitat. On intervient sur tous les segments de l'immobilier. On est présent du côté de la promotion en tant que telle, avec, par rapport à notre métier historique de bailleur social, la vocation de créer des programmes d'accession sociale à la propriété et puis de la promotion immobilière tout à fait classique. On a aussi diversifié nos activités en allant sur l'aménagement, en se disant, c'est un peu la suite logique de ce que présente aussi Didier avec la surélévation, on se dit que sur notre foncier, on a ce potentiel de surélévation, on a aussi la possibilité de construire, de transformer des grandes parcelles qui ont fait l'objet de la construction de grands ensembles dans les années 60-70 et sur lesquels on a un potentiel foncier. Et donc avec notre filiale d'aménagement, on a aussi voulu regarder tout ce potentiel qu'on avait pour imaginer d'autres projets complémentaires à ce qu'on peut faire aussi avec les programmes de rénovation urbaine du côté de l'ANRU. Donc ça, l'activité logement social au total, quand on regarde toutes nos ESH, c'est 80 000 logements. Et puis, dernière activité, au-delà de la promotion dont j'ai parlé et de l'aménagement, on a aussi voulu être présent sur le secteur de l'administration de biens. Et non, on a au sein du groupe Polylogie un administrateur de biens qui s'appelle IMO de France. Donc on est présent à la fois sur le parc social, évidemment, dans le monde de la promotion, dans le monde de l'aménagement et puis dans le monde de l'administration de biens, donc en relation aussi étroite avec des copropriétés dans lesquelles une de nos filiales de logement social peut être présente, mais pas forcément. Donc avec ce gisement, ce potentiel, ce patrimoine qu'on a sur le groupe, on a voulu voir ce qu'on pouvait faire en matière de développement sur la surélévation et ce foncier aérien dont parlait Didier, parce que dans ce partenariat, on se dit qu'on peut à la fois identifier tout un potentiel de développement d'offres nouvelles en logement, qui peut être évidemment du logement social, mais qui peut aussi prendre d'autres formes, du logement locatif intermédiaire, des programmes d'accession à la propriété, du bail réel solidaire aussi, qui est une forme d'accession sociale à la propriété. Donc on a la possibilité d'imaginer tout un tas de solutions en fonction du potentiel qu'on a en surélévation. Et puis n'oublions pas non plus qu'on gère donc un patrimoine important avec de nombreux actifs immobiliers sur lesquels on a des besoins de rénovation, de réhabilitation. Donc l'idée, c'était aussi de voir si on avait la capacité à combiner les deux, c'est-à-dire à la fois imaginer des programmes de rénovation énergétique de notre patrimoine, mais aussi la possibilité de construire des logements supplémentaires. Et tout ça, ça s'inscrit dans un contexte réglementaire et puis même un contexte sociétal qui nous pousse à imaginer le monde de la promotion et de l'immobilier de demain dans lesquels il faut intégrer ces enjeux de transition énergétique. Évidemment, le traitement des passoires énergétiques qu'on peut trouver dans le parc locatif et dans la copropriété, mais aussi de tenir compte de la mise en œuvre du zéro artificialisation nette qui va nous pousser, nous, acteurs de l'immobilier, à imaginer de nouvelles solutions pour construire de l'immobilier résidentiel ou d'autres formes d'immobilier. D'où l'intérêt de faire appel à la solution développée par Didier de manière à se laisser, à ouvrir tout le champ des possibles et décider ensuite les arbitrages sur nos actifs en ayant connaissance de ce potentiel. Et Didier, peut-être tu nous révèles les premiers résultats du scan sur le patrimoine qu'on a réalisé donc sur le groupe Polylogie. On l'a fait essentiellement sur nos filiales franciliennes, Logirep en grande partie, et puis également du côté de Trois Moulins Habitat. Alors effectivement, merci Cédric. En fait, voilà, la surélévation, ça a toujours existé. Il y a dans la salle des gens qui en font très bien. Voilà, enfin, François Pellegrin qui est au premier rang, qui est un architecte qui maîtrise tout à fait ce genre de choses. Simplement, c'est vrai que la plus-value qu'aujourd'hui on apporte chez Factor, c'est cette connaissance à grande échelle, qui est une connaissance patrimoniale pour aider les propriétaires, enfin les gestionnaires de parcs, à opérer dans le cadre de leur
plan de stratégie patrimoniale, d'intervenir à la fois en rénovation, mais aussi en extension, en valorisation de celui-ci. Donc, par exemple, Polylogie a été l'un des premiers groupes à nous confier à grande échelle tout son patrimoine sur un territoire. C'est vrai que c'est assez rare, c'est-à-dire que lancer un audit comme ça de un peu plus de 398 résidences, hein. Alors on parle de résidences, c'est-à-dire que c'est un peu plus de 800 bâtiments qui ont été analysés à grande échelle, et on a trouvé un peu plus de 90 projets potentiels qui génèrent ainsi environ un peu plus de 2600 logements, avec sur ces 2600 logements, on a à la fois un potentiel de surélévation important, vous voyez, quasiment 200 000 m², c'est quand même assez considérable, mais également de la densification. Parce que ce que l'on a également évoqué, c'est qu'on regarde, en application des règles d'urbanisme, notamment d'implantation par rapport aux limites séparatives, d'emprise au sol, coefficient de pleine terre ou autre, on a intégré ça dans nos éléments qui nous permettent, logiciels, qui nous permettent ainsi d'identifier des parcelles ou des morceaux de parcelles qui pourraient être ainsi mieux valorisés dans une démarche aussi plus simple pour les acteurs immobiliers puisqu'on est dans le champ de la construction neuve, entre guillemets. Alors, une fois qu'on a fait ça, derrière, donc, on réalise un atlas patrimonial où là, on fait des fiches de manière systématique, de manière à flécher tous les potentiels et les intégrer dans le plan de stratégie patrimoniale du bailleur, puisque comme vous le savez, un montage d'opération, ça peut prendre quelques mois, voire quelques années, et donc du coup, il est important de pouvoir flécher ces informations, de les intégrer, et ainsi d'identifier bâtiment par bâtiment, opération par opération, tous les mètres carrés qui peuvent être valorisés à grande échelle. Cette réalisation et cette étude patrimoniale est on va dire une lecture à un temps T du patrimoine existant, et comme l'a dit Cédric, c'est un moyen de se projeter dans des opérations plus vertueuses de rénovation globale, dans lequel on peut intégrer des logements neufs et ainsi intégrer par exemple des éléments d'énergie renouvelable qui permettent ainsi de relire le bâtiment existant et de supprimer par exemple des énergies fossiles qui aujourd'hui par exemple chauffent les bâtiments existants. Alors, deux exemples qu'on va partager avec Cédric, c'est un immeuble qui fait partie du patrimoine dans lequel le bailleur est à la fois copropriétaire, mais également géré par sa filiale de logement, de syndic de copropriété, l'administration de biens, Donc, un bien mixte où il y a à la fois du logement social, du logement libre et également des commerces en copropriété. Et donc là, l'idée, ça montre une deuxième facette du rôle de Factor, qui est celui d'être assistant à maîtrise d'ouvrage pour essayer d'accompagner les porteurs de projets dans une démarche de rénovation globale où on identifie des droits à construire. Là, vous voyez, par exemple, on est à Paris, dans le 11e arrondissement. C'est un potentiel d'environ 16 logements, pas neutres, dans lequel on pourrait créer des logements qui seraient à la fois, sans doute peut-être intermédiaires, libres ou peut-être en BRS, et qui viendraient aider une copropriété à financer une rénovation énergétique. Là, on est environ sur 1,2 million d'euros de rénovation énergétique, et l'idée, c'est de faire le parallèle entre la vente de droits à construire, des travaux à réaliser, et ainsi de faire le mix pour essayer de limiter les restes à charge des copropriétaires. Un autre exemple, je pense, aussi intéressant, cette fois, c'est un immeuble de logement social qui est sur la commune de Montreuil, où là, on a l'expression d'un peu du travail qu'on a mené, qui est à la fois l'identification de toitures, où il y a un potentiel, mais également d'un morceau de terrain, où on pourrait valoriser des droits à construire et ainsi construire des logements complémentaires. Ce type de projet montre quand même une chose assez intéressante, c'est que si on regarde bien, alors c'est vrai qu'à l'échelle d'un patrimoine, on détecte quand même des projets de grande ampleur. Être en capacité de construire quasiment 34 logements sans achat de foncier dans un territoire aussi tendu que par exemple la ville de Montreuil, c'est une vraie opportunité. Et donc l'idée, c'est de pouvoir valoriser vraiment ça en regard d'un besoin de rénovation du bâtiment existant. Vous voyez, on flèche tout un tas d'informations sur cette fiche, à la fois bien sûr les règles d'urbanisme, mais aussi les étiquettes énergétiques que l'on a intégrées via la base GoRénov, bien évidemment, qu'on a intégrées et pluguées au logiciel. Voilà, donc c'est une façon, en tous les cas, d'analyser, de regarder et de donner toutes les informations pour que les maîtres d'ouvrage puissent se lancer derrière dans l'opérationnel.
Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Rien, je pense. Si. Voilà, donc une autre illustration où on voit donc à la fois les logements en surélévation et densification. On est capable d'accompagner dans des études de faisabilité où on intègre à la fois la dimension architecturale, technique, de mise en œuvre, c'est-à-dire des préconisations sur des systèmes constructifs. Hein. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la surélévation fait la part belle à la construction hors site, hein, vous l'imaginez bien, à la mixité des matériaux, bois, métal, bien évidemment, pour toutes les qualités qu'on connaît de ces matériaux, mais également en densification, de manière aussi à rééquilibrer un budget, puisque ça c'est aussi important, il faut le dire, la surélévation coûte encore un peu plus cher que la construction traditionnelle, et donc si on peut mixer les deux, ça permet d'équilibrer forcément les opérations de manière plus sereine. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut revenir sur tout ça. Oui, peut-être juste, la dernière slide de Didier vous montre l'étape suivante, c'est-à-dire que là, on a réalisé tout le scan de notre patrimoine et on a donc une idée de ce qu'on a comme potentiel aujourd'hui en matière de surélévation ou densification. Toute la question à laquelle on doit répondre maintenant, c'est de voir ce que l'on fait de ces projets, parce qu'il faut évidemment ensuite vérifier la faisabilité, donc c'est de sélectionner ceux sur lesquels on va faire appel à nouveau à Didier pour nous dire, maintenant que tu nous as montré tout ce potentiel de surélévation, de densification, dis-nous si techniquement, au-delà des règles d'urbanisme notamment, si techniquement, par rapport à la structure du bâtiment aujourd'hui, c'est faisable ou pas. Et donc nous, on va ensuite, une fois qu'on aura franchi cette étape, se poser aussi la question du devenir de la surélévation. Il y a des endroits pour lesquels, on a vu l'exemple parisien, où on est sur une copropriété. Même si on avait du logement social dans cette copropriété, je pense que, vu sa situation, ce ne serait pas très compliqué de commercialiser ce qu'on aurait développé en surélévation sous la forme de promotion, d'accession à la propriété. Je pense que ça ne dérangerait pas les acheteurs potentiels. Il y a d'autres configurations, dans des grands ensembles, dans des quartiers un peu plus difficiles. On peut imaginer que dans un premier temps, imaginer un programme d'accession à la propriété, ça sera plus compliqué. Donc il faudra qu'on fasse des arbitrages en tenant compte évidemment du potentiel qu'on a derrière dans de la vente ou dans de l'exploitation en tant que gestionnaire de nos actifs logement social ou logement locatif intermédiaire. Et puis surtout, c'est de croiser tout ça avec nos obligations en matière de rénovation énergétique, si la surélévation a la possibilité quelque part de nous apporter de l'autofinancement grâce à l'exploitation qu'on en fera pour compenser les coûts qu'on va avoir sur la réhabilitation. Parce que vous vous en doutez bien, quand on est un bailleur social et qu'on réhabilite notre patrimoine, même si on le remet à un niveau de performance énergétique très élevé, on a relativement peu de marge de manœuvre pour réviser nos loyers en contrepartie. Donc tout ça, c'est un arbitrage qu'on sera amené à faire au fur et à mesure, en intégrant l'étude qui a été faite par Didier dans notre plan stratégique de patrimoine, aussi bien d'ailleurs pour faire des réhabilitations lourdes que même sur des... On peut aussi imaginer regarder ça à travers des interventions plus mineures, entre guillemets, mais sur une réflexion de toiture, où quand on arbitre une réflexion de toiture, on se dit, est-ce que je la réalise d'ores et déjà en conservant l'existant, ou est-ce que je pense d'emblée à la surélévation? Ce qui est important avec tout ce travail qu'on a réalisé, c'est qu'on le place aussi dans notre approche opérateur global de l'habitat. C'est-à-dire que, évidemment, on voit le potentiel de développement en tant que bailleur social. On se dit aussi que cette solution, c'est une manière assez incroyable de révéler une valeur cachée des actifs qu'on peut détenir en tant que bailleur social ou si on est un autre type de propriétaire, évidemment, et notamment si on est copropriétaire. Et derrière cette valeur cachée, quelque part, c'est un revenu supplémentaire qui peut être injecté derrière dans la gestion et la réhabilitation de ce patrimoine. Et donc, ce sur quoi on travaille, notamment avec l'exemple de la copropriété dans le 10e arrondissement de Paris, c'est d'essayer de trouver un modèle dans lequel, finalement, avec la surélévation, on arrive à acheter des droits à construire à une copropriété et que ces droits à construire contribuent largement à la rénovation énergétique de cette même copropriété. Et donc que ça favorise la prise de décision des copropriétaires en plus des aides publiques auxquelles ils peuvent prétendre. Pour compléter ce que tu dis, effectivement, il y a un gros avantage aussi à travailler avec un bailleur, c'est qu'aujourd'hui les bailleurs sont sans doute les meilleurs pour faire de la rénovation en milieu occupé. C'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage qui est pilotée par les bailleurs dans la rénovation globale de leur bâtiment en milieu occupé, c'est assez essentiel. Et en se tournant vers un bailleur et en proposant ainsi, comme on le fait là, une espèce d'extension pour essayer de proposer via un savoir-faire
on va dire, une manière d'aborder des travaux en copropriété, en milieu occupé, puisque c'est quand même un des principaux sujets de la surélévation aujourd'hui. C'est globalement, ce sont des projets de taille moyenne. Hein. Ce qu'on vous montre là, c'est quand même peut-être une granulométrie un peu haute de ce que l'on a trouvé. Hein. On a trouvé des très très gros, mais globalement, la moyenne, c'est entre 800 et 1000 mètres carrés. Forcément, un opérateur immobilier habituel, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Dans une logique d'intégration, on peut aller chercher du savoir-faire chez le bailleur qui maîtrise finalement le milieu occupé et monter un projet de rénovation globale et de surélévation dans un ensemble plus large. Voilà. Peut-être qu'il y a des questions. Merci messieurs. On a effectivement 5 bonnes minutes pour des questions. Donc s'il y en a dans la salle, manifestez-vous. Il y a des micros à disposition. Je crois qu'il y a un monsieur au premier rang qui en a une. Merci de vous présenter aussi avant de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour Bertrand Fétiveau, consultant. Votre outil, là, UpFactor, on peut le faire survoler par un drone Paris et puis vous pouvez nous donner la surélévation maximale qu'il y a dans le PLU bioclimatique qui est prévu pour le 27 janvier ou c'est plus compliqué via une IA quelconque. Bon, vous semblez l'avoir faite pour Nice, je ne sais pas si c'est un coût très élevé. La surélévation, est-ce qu'il ne faudrait pas la faire systématiquement en songeant à l'ombre portée, c'est-à-dire en retrait des immeubles? Et par ailleurs, la chose la plus importante, c'est les incidences de votre surélévation par rapport à l'ICU, à l'îlot de chaleur urbain. Merci. Alors, merci. Et merci pour cette présentation. Alors, effectivement, 3 questions pour le prix d'une. Alors, la première, effectivement, dans le cadre du nouveau plan PLU, le nouveau PLU bioclimatique de la ville de Paris, une étude est en cours avec la PUR pour analyser à grande échelle ce potentiel. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, la surélévation, elle est permise par le plan bioclimatique, le PLU bioclimatique, elle est même encouragée. Notamment dans les rues les plus larges, c'est-à-dire au-delà de 12 mètres, mais également dans les grandes copropriétés si on bénéficie d'une désartificialisation des cœurs d'îlots. Donc l'idée, c'est d'évaluer avec la ville de Paris et la PUR le réel potentiel. Voilà. Donc c'est de pouvoir ensuite donner des outils opérationnels aux différents acteurs du territoire pour pouvoir opérer et faire les projets les meilleurs possibles. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, la question de l'ombre portée, oui. Oui, mais une des questions qui se pose avant tout, c'est celle des dents creuses. C'est-à-dire que finalement, c'est d'identifier les différentiels de hauteur entre les bâtiments. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va écrêter, qu'on va mettre tous les bâtiments à la même hauteur, mais c'est surtout d'aligner et de limiter les impacts des pignons, les uns par rapport aux autres. Voilà, donc ça, c'est plus ça que l'ombre portée, puisque je dirais que l'ombre portée et le porté atteinte sont réglés par les distances entre bâtiments qui sont appliquées par la règle d'urbanisme. Hein, donc, de toute façon, elles sont appliquées dans le cadre du logiciel. Ensuite, le dernier sujet sur l'îlot de chaleur urbain. Point important, c'est que quand on intervient, et comme vous le savez sans doute dans le cadre du PLU bioclimatique, il y a une forte volonté d'accélérer la végétalisation des toitures avec un impact très fort, hein, puisque ils veulent que plus de 40% des nouveaux projets soient automatiquement avec des toitures végétalisées pour lutter contre cet effet d'îlot de chaleur urbain, mais également sur la désartificialisation des cœurs d'îlots. C'est-à-dire qu'en gros, ils veulent absolument transférer quelque part des droits à construire qui pourraient exister dans les cœurs d'îlots en surélévation et ainsi retrouver des cœurs d'îlots qui permettraient ainsi de retrouver de la fraîcheur. Voilà. Donc c'est vraiment une démarche globale. Encore une fois, reste à calibrer et à quantifier de manière précise l'impact que pourrait avoir ce genre de projet. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a environ 100 à 150 logements qui sont créés en surélévation à Paris dans un trend normal. L'enjeu et l'ambition de la ville de Paris, c'est plutôt de faire x2, x3, peut-être x4. N'empêche qu'il faut contrôler, organiser et surtout que ça soit fléché dans une vision plutôt de logement abordable. Et donc voilà, donc c'est un peu l'ambition de l'étude qui va être portée prochainement. Voilà. Il nous reste une toute petite minute pour une autre question éventuellement. Visiblement, pas d'autres questions. Merci beaucoup, messieurs. Donc, attendez.
Rapidement, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour. Désolé. Oui, je vais essayer d'être rapide. Une question à l'attention de Monsieur Loret. Vous parliez donc d'un équilibre financier pour la surélévation, tenant compte donc de l'existant. Est-ce que l'équilibre financier, il n'est pas réalisé de manière autonome par les logements que vous allez réaliser et par leur loyer? Est-ce que vous pouvez peut-être préciser cet aspect? Ouais, ça fait partie de l'équation. Merci. Je vous en prie, ça fait partie de l'équation, ce que vous dites effectivement. Dans les contextes, ce qu'on va chercher à faire dans des projets de cette nature, c'est de faire en sorte que ce qu'on va construire en surélévation, on puisse le vendre le plus cher possible si on peut le vendre, évidemment. C'est ça le premier objectif recherché. Et ça, on le fait dans des endroits où on n'a pas de contraintes de mixité sociale, par exemple, et où on aura la capacité de vendre facilement les logements produits. C'est très théorique en réalité parce que des logements sociaux sur lesquels on va construire une partie en surélévation qu'on va vendre facilement à des particuliers, il y a peu de contextes qui s'y prêtent. Et donc c'est pour ça que c'est à nous de faire le bon arbitrage entre des solutions en accession à la propriété mais qui seraient peut-être plus à dimension sociale, par exemple le bail réel solidaire, ou la possibilité de l'exploiter tout simplement en conservant l'offre développée dans notre patrimoine, soit en logement locatif intermédiaire avec des loyers supérieur au logement social, soit dans le logement social. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci donc Merci. Didier Mineri, architecte et président d'UpFactor, et Cédric Loret, directeur général adjoint stratégie et développement durable du groupe Polylogie. Merci pour la présentation de cet outil qui